Ruthless aggression. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Aujourd'hui, on va continuer les c'est quoi et on va s'intéresser à la Ruthless Aggression. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Surtout que c'est officiel, on fera un live 24 heures spécial 1000 abonnés du samedi 27 juillet midi au dimanche 28 juillet à midi. Et le planning s'affiche maintenant pour vous. Il y aura plein de choses pendant ces 24 heures. Alors j'espère que vous allez venir nombreux et nombreuses. Maintenant, on a déjà fait plusieurs ères par le passé, la Golden Era, la New Generation et l'Attitude Era. Et aujourd'hui, on va se plonger dans l'ère de la Ruthless Aggression Era. La Ruthless Aggression Era est une ère qui se déroule de 2002 à 2008. C'est une période charnière de l'histoire de la WWE, marquée par une transition entre l'Attitude Era et l'ère PG. Cette époque a été définie par un regain d'intensité et d'agressivité dans les storylines et les rivalités, ainsi que par l'émergence de nouvelles superstars qui allaient façonner l'avenir de la compagnie. Vince McMahon a symboliquement inauguré cette ère en prononçant les mots Ruthless Aggression lors d'un segment télévisé, incitant les catcheurs à se démarquer par leur agressivité et leur détermination. Maintenant, on va mettre du contexte. Après la disparition de la WCW en 2001, la WWE a été confrontée à un nouveau défi: maintenir l'intérêt des fans sans la compétition avec la WCW. De plus, l'Attitude Era avait vu des carrières de grandes stars comme Stone Cold Steve Austin, The Rock et bien d'autres atteindre leur apogée et des popularités complètement délirantes. Mais ces stars commençaient à s'éloigner des rings peu à peu. En réponse à ces défis, la WWE a décidé de diviser son roster en deux marques distinctes et bien différentes. D'un côté Raw et de l'autre côté SmackDown. Chacune avec ses propres superstars et ses propres championnats. Cette division de marques a ouvert de nouvelles possibilités de storytelling et a permis de donner une exposition égale à un plus grand nombre de catcheurs. Maintenant, on va s'intéresser à 5 superstars marquantes de la Ruthless Aggression. Évidemment, on va commencer par s'intéresser à John Cena qui a débuté sa carrière à la WWE en 2002. Il s'est rapidement adapté et est devenu un des visages emblématiques de cette époque. Il a commencé avec une gimmick qui était appelée le prototype avant d'adapter son personnage et de devenir le rappeur sous le nom de Dr. of Thuganomics. Son charisme et ses promos rap ont rapidement séduit et captivé le public. En 2005, il a remporté son premier championnat de WWE, marquant le début de son ascension vers le statut de futur superstar. Cena est également connu pour avoir popularisé le You Can See Me et son Attitude Adjustment. Il a été essentiel dans la transition de la WWE vers une nouvelle ère en devenant l'un des modèles pour les jeunes fans et il a joué un rôle majeur dans cette compagnie. La superstar numéro 2 à qui on va s'intéresser, c'est The Game, Triple H, qui était énormément mis en avant pendant la Ruthless Aggression. Il a consolidé son statut de main eventer pendant cette période. En tant que leader de l'évolution, il a aidé à élever des talents comme Randy Orton et Batista. Son règne en tant que champion du monde poids lourd est souvent appelé le règne de la terreur, en raison de sa domination et de sa longévité. On va également s'intéresser à Brock Lesnar qui a lui aussi fait ses débuts en 2002 et est devenu rapidement une force dominante du roster. Surnommé The Next Big Thing, Lesnar a remporté le championnat de la WWE seulement 5 mois après ses débuts. Son athlétisme et sa présence physique impressionnante ont fait de lui une attraction majeure. Lesnar a eu des rivalités significatives et mémorables, notamment avec The Rock, Kurt Angle ou encore The Undertaker, consolidant sa réputation comme l'un des catcheurs les plus imposants de l'époque. Randy Orton a commencé sa carrière à la WWE en tant que jeune membre de l'Evolution. Il est devenu le plus jeune champion du monde poids lourd à 24 ans en 2004. Connu comme le Legend Killer, Orton a construit sa carrière sur le fait de battre des légendes de la WWE comme Mick Foley et bien d'autres. Orton a été essentiel dans l'évolution du produit de la WWE avec son style de catch méthodique et ses rivalités intenses. Son personnage a évolué de jeune arrogant à vétéran respecté et dangereux aujourd'hui. On va finir par Gianni Batista, également un membre majeur de l'évolution. Il a été propulsé au statut de main eventer grâce à ce groupe et ce clan historique. Sa rivalité avec Triple H en 2005 a culminé à sa victoire au championnat du monde poids lourd à WrestleMania 2021. Batista est devenu une star majeure de la WWE, connu pour sa puissance brute et son charisme. Il a eu des rivalités marquantes et importantes avec John Cena, The Undertaker, Edge ou encore Triple H.
Maintenant, on va s'intéresser au règne de la terreur de Triple H. Triple H a dominé la scène du championnat du monde poids lourd de Raw avec de nombreuses victoires controversées et une très grande et forte influence en coulisses. Il a obtenu le titre pendant une grande partie de 2002 à 2005. On va revenir sur des dates historiques de ce règne. Le 2 septembre 2002, Triple H devient le premier champion du monde poids lourd de la WWE après avoir reçu la ceinture de la part de Eric Bischoff. Le 15 décembre 2002, Triple H bat son confrère et compère Shawn Michaels à Armageddon dans un 3-Stage of Hell match pour regagner le titre. Le 14 septembre 2003, à Unforgiven, Triple H bat Goldberg avec l'aide de Ric Flair pour conserver son titre. Le 3 avril 2005, Triple H perd le titre face à son ami et ancien membre de l'Evolution, Batista, à WrestleMania 2021, mettant fin à son règne de terreur. Maintenant, après du rôle de John Cena pendant la Ruthless Aggression, sous la gimmick de Doctor of Thuganomics, Cena a trouvé une popularité en devenant le Docteur, un rappeur provocateur qui insultait ses adversaires avec des rimes. Ce personnage l'a aidé à se démarquer et à gagner un large public de fans et également de haters. Après sa deuxième période en 2005 en tant qu'aspirant au titre, Cena a remporté son premier titre de champion de la WWE contre JBL à WrestleMania 21, mais on reviendra plus tard sur cette date, marquant le début de son ascension vers la gloire. Et il y a également la transition vers la PG era, où Cena a commencé à adoucir son personnage, changer de rôle, se préparant pour être le nouveau visage de la WWE durant l'ère PG, et il est devenu plus souple et est devenu vraiment le héros de tout un public et le visage d'une fédération. Maintenant, on va s'intéresser aux rivalités marquantes qui ont marqué la Ruthless Aggression. Évidemment, il y en a de nombreuses, mais pour ça, on va s'intéresser à 5 rivalités. La première rivalité, elle opposait John Cena, figure montante, à JBL. Et il y a 2 dates très importantes dans cette rivalité. C'est WrestleMania 21 en 2005. John Cena, encore en début de carrière, défie JBL pour le championnat de la WWE. Leur affrontement symbolise la lutte entre l'ancien et le nouveau, l'ancienne génération contre la nouvelle école, l'émergence de la superstar John Cena, et Cena réussit un exploit parce qu'il remporte son premier titre majeur, marquant le début de son ascension en tant que futur visage de la compagnie. Et la deuxième date marquante dans cette rivalité, c'est Judgment Day 2005, dans un High Quit match qui est particulièrement brutal, montrant la détermination et la ténacité de John Cena. Cette victoire consolide sa position en tant que superstar de premier plan et champion. Une des deuxièmes rivalités marquantes entre 2 frères que tout le monde connaît, 2 gros stars, les membres de DX, évidemment Triple H et le Heartbreak Kid Shawn Michaels. SummerSlam 2002, Shawn Michaels revient après une énorme et longue absence due à une blessure et confronte son ancien ami Triple H dans un street fight intense. Ce match marque le début d'une rivalité qui durera plusieurs années. On va directement passer au Royal Rumble 2004 dans leur Last Man Standing match pour le championnat du monde poids lourd. C'est un match que beaucoup considèrent comme un classique et un match extrêmement brutal, se terminant par un match nul après que les 2 hommes sont incapables de se relever. Et Bad Blood 2004. Que dire de ce match? L'un des meilleurs matchs, peut-être l'un des meilleurs Hell in a Cell. Cette rivalité se finit dans un Hell in a Cell, c'est réellement l'apogée, offrant l'une des rencontres les plus violentes et émotionnelles que la WWE ait connue. Une rivalité qui est également marquante, c'est Brock Lesnar et Kurt Angle. WrestleMania 19 en 2003, Lesnar et Angle s'affrontent pour le championnat de la WWE dans un match technique et spectaculaire. Lesnar remporte le titre malgré une tentative de Shooting Star Press ratée qui aurait pu le blesser très gravement. À SummerSlam 2003, Kurt Angle récupère son titre dans un match tout aussi intense, prouvant qu'il est l'égal de Brock Lesnar. Et l'Iron Man match de SmackDown en 2003. Leur Iron Man match de 60 minutes est un chef-d'œuvre d'endurance et de stratégie, avec Lesnar remportant une victoire très serrée, mais à la fin, c'est lui qui a remporté cette rivalité.
Randy Orton et Mick Foley, que dire de Randy Orton, l'une des plus grosses stars de la Ruthless Aggression, une montée en puissance énorme pour le Legend Killer qui s'est autoproclamé. Lors de Backlash 2004, il a affronté Mick Foley dans un match hardcore d'une brutalité sans nom. Orton a prouvé sa ténacité en remportant le match, consolidant son statut de superstar montante et émergente. Une des rivalités qui a également marqué la Ruthless Aggression, c'est Edge contre John Cena. Évidemment, on est obligé de parler de l'ultime opportuniste. Edge encaisse son contrat Money in the Bank à New Year's Revolution 2006 contre un John Cena épuisé après un Elimination Chamber match. Il remporte ainsi son premier titre de la WWE. Et lors de Unforgiven 2006, leur TXT match est un classique instantané. Cena récupère le titre après une bataille acharnée entre les deux superstars. L'une des caractéristiques les plus marquantes de la Ruthless Aggression a été l'émergence de nouvelles superstars qui allaient dominer la WWE pendant les années à venir. John Cena, Batista, Randy Orton ou encore Brock Lesnar sont devenus des visages de cette génération. Cena a incarné le héros classique avec sa devise Never give up, ne jamais abandonner. Batista a dominé par sa puissance de brute. Randy Orton a captivé les fans avec son arrogance et son personnage de Legend Killer, tandis que Brock Lesnar impressionné par son athlétisme exceptionnel. Mais la Ruthless Aggression, c'est aussi le retour de légendes comme le Nacho Boy Ric Flair qui revient en 2001 à la WWE en tant que copropriétaire fictif et plus tard il a rejoint le clan de l'Évolution qui se composait de Randy Orton, Batista, Triple H et le Nacho Boy lui-même. Flair a aidé les jeunes talents, en particulier Triple H, Batista et Randy Orton pendant toute cette période pour les améliorer dans le ring et les mettre en avant. De son côté, Hulk Hogan est revenu en 2002, immédiatement avec Kevin Nash et Scott Hall, reformant le mythique clan de la NWO à la WWE qui a créé un énorme buzz. Un des grands moments marquants de Hulk Hogan pendant la Ruthless Aggression, c'est son match à WrestleMania 18 contre The Rock. Un moment emblématique, souvent qualifié de match d'icône contre icône, bien que Hogan reçoit une ovation massive et se positionne rapidement comme face alors qu'à la base il était heel. C'est un des matchs les plus marquants de l'ère, une ambiance phénoménale et cela a beaucoup apporté à Hulk Hogan et à la WWE. Hulk Hogan remporte le championnat de la WWE en battant Triple H à Backlash 2002, devenant ainsi champion de la WWE à 48 ans. Mais la Ruthless Aggression a été également marquée par le départ de deux icônes de l'Attitude Era. Évidemment, on parle de Stone Cold Steve Austin et The Rock. On va s'intéresser à ce qu'a fait Stone Cold pendant la Ruthless Aggression rapidement. À WrestleMania 19 en 2003, il affronte The Rock dans son dernier match officiel, marquant la fin d'une ère qui était l'une des meilleures ères de la WWE et une des meilleures rivalités qu'ait connu ce business et cette industrie. Après sa retraite, Austin reste impliqué en tant que co-general manager de Raw en 2003 et fait plusieurs apparitions spéciales, conservant son statut de légende absolue du catch. La perte d'Austin a été un coup dur, mais il demeure une icône intemporelle et son héritage demeure toujours à la WWE. Le départ de The Rock est aussi arrivé pendant la Ruthless Aggression, même s'il est revenu des années plus tard. The Rock, après WrestleMania 20 en 2004, décide de se concentrer pleinement à sa carrière cinématographique, devenant l'une des plus grandes stars du cinéma et se dirigeant vers les sommets de Hollywood. Mais la Ruthless Aggression a également connu des moments dramatiques. La mort de Eddie Guerrero en 2005. Eddie Guerrero, légende absolue du catch, est décédé soudainement d'une insuffisance cardiaque. Sa mort a choqué la communauté et a soulevé des questions sur les effets à long terme de l'abus de substances et des blessures. Également un autre scandale qui a marqué la WWE, la tragédie de Chris Benoit. Chris Benoit a tué sa femme et son fils avant de se suicider, ce qui a déclenché une enquête sur les effets de consommation de stéroïdes et de commotion cérébrale dans le catch. La WWE a logiquement effacé Chris Benoit de son histoire officielle et l'incident a même été un débat national sur la sécurité des athlètes et la santé mentale. Mais la WWE a connu de nombreux autres problèmes puisque le scandale des stéroïdes est revenu en 2007. Une enquête fédérale révèle l'utilisation de stéroïdes par plusieurs superstars. La WWE a donc renforcé son programme de bien-être pour lutter contre l'abus de ces substances.
Maintenant, on va s'intéresser au rôle de l'Undertaker durant la Ruthless Aggression. L'Undertaker fait son retour à WrestleMania 2000 en Deadman, son personnage, sa gimmick iconique. Après une longue période passée sous la gimmick de l'American Badass, il affronte Kane dans un match marquant avec l'aide de Paul Bearer qui revient également à ses côtés. Le retour du Deadman donne une dimension mythique, mystique et surnaturelle à la WWE qui ravive immédiatement l'aura intimidante et inquiétante du personnage du Taker. Ce changement renforce son statut légendaire et réintroduit des éléments classiques de son personnage. Les grands moments qui ont marqué l'Undertaker durant la Ruthless Aggression, on va en parler tout de suite. Il y a notamment sa rivalité avec Randy Orton. Le contexte, la rivalité entre Orton et l'Undertaker à WrestleMania 21. Orton voulait briser la série d'invincibilité de l'Undertaker, mais évidemment, le Taker a réussi à gagner et portant sa série de victoires à 13-0 à l'époque. La rivalité a continué jusqu'à SummerSlam et au Hell in a Cell et à Armageddon, consolidant l'Undertaker comme une figure dominante. Cette rivalité a élevé Orton tout en renforçant l'importance de la série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania. Durant cette période, le Phenom a également une grosse rivalité avec Batista. Après avoir remporté le Royal Rumble 2007 contre Shawn Michaels dans une finale exceptionnelle, l'Undertaker a choisi de défier Batista pour le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 23. L'Undertaker parvient à battre Batista, remportant le championnat et prolongeant sa série d'invincibilité. La rivalité se poursuit avec plusieurs matchs, dont un match mémorable, un Last Man Standing match et également un Hell in a Cell, démontrant la ténacité et la violence des deux superstars. Ces affrontements sont salués pour leur intensité et la qualité de leur performance, établissant Batista comme un adversaire crédible et mettant en valeur l'importance et la longévité du Phenom. Et une rivalité qui nous a tous marqués, notamment quand on était petits, c'est la longue rivalité entre le Deadman et la superstar classée X, Edge. Mais pour cela, on va juste s'intéresser à ce qui s'est passé à WrestleMania 24. Comme vous le savez, l'Undertaker est reparti une nouvelle fois vainqueur et invaincu de WrestleMania 24 avec le titre de champion du monde poids lourd autour de ses hanches. Une rivalité qui a été énormément marquante à l'époque et qui s'est poursuivie les semaines et les mois suivants. Elle a donné de nombreux autres matchs mémorables, comme notamment leur match à TLC. L'Undertaker a continué de marquer sa légende à travers les âges et à avoir un statut d'icône dans le catch. Maintenant, nous allons nous intéresser au rôle de la division féminine de l'époque. Même si les femmes n'étaient pas aussi bien traitées dans le catch qu'aujourd'hui, c'était déjà mieux que dans l'Attitude Era, notamment grâce à des femmes comme Lita, Trish Stratus ou encore Mickie James. Du coup, pour ça, nous allons revenir sur 7 dates de la division féminine. La première date, c'est le 18 mars 2002 à WrestleMania 18. Lors de ce WrestleMania, Trish Stratus participe à un Triple Threat match pour le match de championnat féminin. Et c'est l'un des premiers matchs féminins plutôt jugés très bons dans le ring par les personnes. Et Trish Stratus montre ses capacités exceptionnelles dans un ring de catch. Le 22 juin 2002 à King of the Ring, Trish Stratus défend avec succès son championnat féminin contre Molly Holly, montrant ainsi sa domination sur la division féminine de l'époque. La troisième date clé pour la division féminine, c'est le 17 novembre 2002, lors du pay-per-view Survivor Series. Trish Stratus et Victoria s'affrontent dans un match hardcore pour le titre féminin, un moment historique montrant l'évolution de la division féminine vers des combats plus intenses, physiques et avec des stipulations marquantes comme du côté des hommes. Le 4 décembre 2004, lors de l'épisode de Raw, Lita bat Trish Stratus pour remporter le championnat féminin de l'époque, l'un des premiers main events de l'histoire de Raw, marquant un tournant pour la division féminine, même si ce n'est pas le premier main event féminin de l'histoire, il faut le souligner. Lors du 2 avril 2006 à WrestleMania 22, Lita accompagne Edge au ring dans son match contre Mick Foley. Un match hardcore qui a marqué de nombreux fans, notamment avec le spot de la table en feu, un match qui était très violent. Et Lita a joué un rôle majeur dans ce ring, ce qui montre que des femmes pouvaient jouer un rôle crucial dans les rivalités de l'époque, même en intervenant dans des storylines entre hommes. Le 17 septembre 2006, lors de Unforgiven, Trish Stratus remporte son 7e et dernier championnat féminin en battant Lita, marquant un moment historique et émotionnel pour les fans.
Le 26 novembre 2006, lors de Survivor Series de cette même année, Lita dispute son dernier match à la WWE contre Mickie James, clôturant une carrière emblématique et faisant place à un héritage durable pour la division féminine. Même si elle reviendra des années plus tard et fera de nombreuses apparitions, c'est la fin de son premier run au sein de la compagnie. Maintenant qu'on s'est intéressé à la division féminine, maintenant on va s'intéresser à la ECW pendant la Ruthless Aggression, sa réintroduction et 5 moments clés qui ont marqué cette période. Le 12 juin 2005, ECW Wine and Stand est organisé. C'est un événement qui réunit plusieurs stars de la ECW qui reçoit un succès phénoménal. Pour célébrer l'héritage de cette compagnie, les fans sont très contents, les critiques de catch et les audiences sont bonnes. Le 11 juin 2006, la WWE organise une deuxième édition de ce show, fort de l'édition de 2005. Et durant ce pay-per-view, Rob Van Dam bat John Cena dans un match excellent où le public avait des réactions phénoménales, un tournant dans la compagnie. Le 13 juin 2006, c'est le retour de la ECW sur la chaîne Sci-Fi, marquant les débuts de la ECW comme troisième brand de la WWE après Raw et SmackDown. Le 3 décembre 2006, c'est December to Dismember. Cet événement marquant est un pay-per-view notable pour la ECW. Bien qu'il soit souvent critiqué par sa qualité globale, il met en lumière les difficultés de la nouvelle version de la ECW à trouver son identité, mais met également en avant de nouvelles superstars. Le 17 juin 2007, Vengeance Night of Champions. Johnny Nitro, plus connu plus tard sous le nom de John Morrison, bat CM Punk pour remporter le championnat de la ECW, marquant le début d'une série de rivalités mémorables pour le titre. Durant la période Ruthless Aggression, il y a eu beaucoup de rivalités marquantes à la ECW, notamment Rob Van Dam contre John Cena, le Big Show contre Ric Flair, Tommy Dreamer, Sabu, The Sandman et Rob Van Dam contre The New Breed, Bobby Lashley contre Umaga et évidemment, comme je viens de le dire, CM Punk contre John Morrison. Et vous le savez, la fin de la Ruthless Aggression marque évidemment la fin de carrière d'une icône du catch, du légendaire et l'unique Ric Flair, connu pour son style flamboyant et ses matchs de championnat et ses nombreuses victoires et ses nombreux coups fourbes et de Trafalgar. Ric Flair avait dit qu'il prendrait sa retraite quand il serait battu et à WrestleMania 24, le 24 mars 2008, c'est arrivé. Ric Flair a perdu son match contre Shawn Michaels après un match qui célébrait la carrière de Ric Flair avant un dernier Switch in Music. Shawn Michaels dit cette phrase iconique: je suis désolé, je t'aime, I'm sorry, I love you. Plus tard, Ric Flair recevra des hommages lors d'un Monday Night Raw de la part de tout le roster de la WWE, ses amis les plus proches et sa famille. C'est là que marque la fin de carrière de Ric Flair, officielle, en tout cas sa première retraite à la WWE. Maintenant, la prochaine ère, c'est une ère que vous connaissez tous, que vous avez adorée, c'est Catch Attack, qui a notamment été marqué par ce catcheur.